Que vous allez bien. Je m'appelle Isaac Bazier, directeur du LAFI, le Laboratoire des Afriques innovantes. Très heureux de vous accueillir à cette table ronde consacrée à la Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Et sans plus tarder, puisque la table ronde est organisée par le LAFI, mais aussi par l'IEIM, j'aimerais donner la parole à François Audet, qui est le directeur de l'IEIM, pour qu'il nous adresse quelques mots. Mais avant qu'il ne prenne la parole, j'aimerais simplement vous demander de fermer vos microphones juste pour que nous puissions entendre les panélistes qui vont prendre la parole, mais aussi vous dire que l'événement est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître là, vous fermez votre caméra aussi. Et voilà. Et merci donc de garder une atmosphère qui soit propice aux échanges par rapport au bruit et tout le reste. Et merci d'être là. François, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup. Merci, merci Isaac. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour nous, c'est une collaboration, évidemment, toujours très appréciée avec le LAFI. Donc, je salue mes collègues qui sont présents aussi dans la salle, Caroline Doyon et Yassou qui est également là, Yassou Cizé. Je vois qu'il y a beaucoup de collègues, même également de l'UQAM, des professeurs notamment. Je vois Marc qui est en salle, Madame Bonnie Campbell aussi que je salue. Alors, ça fait plaisir de vous voir. Essentiellement, faire un petit mot pour aussi saluer mon collègue, donc Louis Delorimier, qui est ancien ambassadeur du Canada, notamment dans la région d'Afrique de l'Ouest, au Mali, et qui va aussi contribuer à cet atelier qui est organisé encore une fois par le LAFI. Je voulais saluer évidemment Mamadou Gazibo, Adam Awad, qui je crois devrait arriver sous peu également, qui sont participants à cette table ronde. D'une région, je vous dirais, très personnellement, en tant qu'observateur maintenant de loin, mais qui a déjà travaillé, vécu en Afrique de l'Ouest, qui est peut-être pas suffisamment d'intérêt pour le Canada, en tout cas pour les grands médias, ça c'est certain. Heureusement, il y a des centres de recherche actifs ici chez nous, notamment le LAFI et tous ces chercheurs, et on s'en réjouit qu'on puisse avoir un intérêt pour cette région, pour l'Afrique en général, mais cette région en particulier qui vit, je dirais, un passage historique très difficile actuellement. Évidemment, il sera question de ça et beaucoup d'autres choses durant la conversation d'aujourd'hui. Mais donc, évidemment, ce n'est pas une situation qui est facile pour les populations sur place, mais justement, c'est une situation et des contextes d'insécurité, contextes évidemment où les espaces démocratiques sont mis en péril, dans lesquels il y a énormément de tensions géopolitiques régionales. Et on ne peut que saluer les chercheurs qui continuent à y jeter un regard critique et qui permettent d'alimenter ce débat-là à travers des conversations comme celle-ci. Alors, et aussi, je suis assez content de voir que ce sera sous le format d'une rencontre. Donc, ce n'est pas un webinaire à proprement parler. Ce que ça veut dire, essentiellement, c'est que tout le monde est un peu autour de la table. Alors, comme Isaac le mentionnait, c'est important de respecter l'espace de parole des animateurs, des panélistes, des chercheurs, mais je suis convaincu qu'à travers l'animation d'Isaac, on aura la possibilité aussi d'entendre d'autres points de vue. Alors voilà, je voulais simplement vous dire ce petit mot-là et vous souhaiter une très, très bonne rencontre pour la suite. Ça me fera plaisir donc de vous écouter pour la suite. Alors Isaac, je te redonne la parole. Merci beaucoup, François. Et donc, tout de suite, avant que justement les choses importantes qu'on garde pour la fin ne le soient plus parce qu'on les a oubliées parfois, j'aimerais dire tout de suite merci beaucoup à Iliassou Cissé et à Caroline Doyon donc pour l'aide, n'est-ce pas, et tout ce que vous avez fait pour que nous puissions nous voir aujourd'hui, et évidemment à l'IEIM et à François. Alors donc, nous avons trois panélistes et pour cette question. Nous avons voulu avoir des voix d'ici et une voix de l'Afrique. Et donc, Mamoudou Gazibo est professeur titulaire au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et c'est un chercheur qui a beaucoup produit sur ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Très heureux de t'avoir avec nous. Et aussi, évidemment, donc Louis Delorimier, comme François vient de le présenter, qui a été ambassadeur du Canada au Mali de 2012 à 2015. Et le troisième panéliste
et Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique. Donc, cet outil d'analyse que vous connaissez certainement sur la situation économique et les finances en Afrique. Alors donc, il sera le troisième à prendre la parole. Sans plus tarder, je vais donc laisser la parole dans l'ordre que je viens de donner donc à nos panélistes, au professeur Gazibo d'abord et ensuite à lui de Lorimier, en attendant donc que Adama Ouad se joigne à nous. Et dans cet ordre-là, ils vont pouvoir nous exposer leur point de vue avant que nous ne puissions passer à la période de questions. Merci encore d'être là et je vais laisser la parole au professeur Gazibo. Merci, merci beaucoup Isaac, chers collègues, chers participants. Alors moi, c'est la deuxième fois que je participe à une conférence depuis 2 semaines sur ce qui se passe dans la région. Donc, pour ceux qui étaient déjà là, vous allez probablement entendre des choses que j'ai déjà pu dire précédemment. Et ce que je voulais commencer par dire, c'est que c'est ce que j'ai dit, que je répète ici, que moi, personnellement, ce qui est arrivé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, ne m'a pas surpris du tout. Dans le sens où, j'observe comme vous tous la situation, l'évolution de la situation à la fois en matière de politique intérieure, en matière de politique internationale, les deux se joignant notamment dans le cas du Burkina et du Mali sur les enjeux de sécurité, et dans le cas de la Guinée qui se confond aux 3 autres cas sur des enjeux plus politiques, notamment des questions électorales, de légitimité des gouvernements. Et donc, quand on suit l'actualité, on n'est pas surpris de voir le retour des coups d'État dans ces pays. D'abord parce que on a trop vite surestimé, on va dire, les accomplissements démocratiques dans la région, en Afrique en général, mais dans la région en particulier. Pendant longtemps, cette région de l'Afrique de l'Ouest, on a eu le Ghana, le Bénin, le Sénégal, qui étaient considérés comme des pays qui avaient comme des régimes démocratiques, on pourrait dire, accomplis. Ils étaient classés, par exemple, par Freedom House comme des pays libres. Et une grande partie des pays étaient plutôt dans la zone grise, donc de pays qui n'étaient considérés ni comme vraiment démocratiques, ni comme vraiment autoritaires. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit qu'il y a des élections, certes, mais qu'on n'arrive pas à approfondir la démocratie et à rendre les institutions démocratiques légitimes, consensuelles. Quand on est dans une telle zone, cela signifie clairement qu'on peut l'approfondir, mais que les risques de stagnation ou de retour en arrière sont toujours là. À cela, s'est greffé ces derniers temps la question de la sécurité, qui a mis, on va dire, en lumière non seulement souvent des déficits de légitimité, en particulier, je dirais, au Mali et en Guinée, où on a eu des régimes qui étaient contestés à la suite de modifications constitutionnelles pour que le président, dans le cas de la Guinée, reste au pouvoir, ou dans le cas du Mali, notamment les élections législatives qui ont mis les gens dans la rue. Et dans le cas du Burkina Faso, non pas tellement une crise de légitimité en tant que telle, parce que l'élection de Roch Marc Christian Kaboré a été tout de même globalement acceptée, mais essentiellement une crise d'efficacité, une crise de compétence du régime. Mais cette crise de compétence, elle est aussi partagée finalement par les gouvernements des autres pays, parce que dans le cas du Mali, clairement, ce que l'on a vu, c'est l'incapacité à juguler la question de l'insécurité, donc qui est partagée parfaitement par le cas du Burkina, ce qui n'est pas le cas de la Guinée, qui n'est pas confrontée à ce dilemme-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette situation-là, en particulier dans le cas du Mali et du Burkina, elle a été aussi alimentée, cette sensation de crise, par la présence des forces étrangères, en particulier par la présence des troupes françaises, qui est devenue un peu finalement la bête noire de tous les activistes et de tous les opposants qui voyaient non seulement l'inefficacité de leur gouvernement, mais d'une certaine mesure des gouvernements qui sont aussi vendus à l'étranger, une présence occidentale qui est de plus en plus visible, mais dont les résultats, eux, le sont pas du tout. Donc, ce qu'on voit dans les 3 pays, c'est que vous avez des pays donc, où les accomplissements démocratiques étaient déjà chancelants,
où vous avez des insatisfactions sur des questions politiques ou des questions de sécurité, mais où aussi vous avez une tradition de coup d'État. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des pays dans lesquels, historiquement, en réalité, le mode d'alternance a toujours été le coup d'État. La façon de sortir de situations de crise a toujours été par le coup d'État. Le Burkina a connu 6 coups d'État. Le Mali en a connu 4, la Guinée en a connu 3. Et nous autres qui travaillons sur ces questions-là savons que quand vous avez eu par le passé une longue histoire comme ça de régime militaire, le risque, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais le risque que les militaires reviennent au pouvoir pour des raisons ou d'autres est toujours là. Et en particulier lorsque il y a une situation interne propice au coup d'État, comme cela a été le cas, dans le cas de la Guinée, dans le cas du Mali, dans le cas du Burkina. Un mot qui est revenu souvent, c'est les militaires sont venus pour parachever les demandes des civils. Bon, bien entendu, il ne faut pas trop vite se précipiter. Il y a d'autres motivations qui peuvent être derrière, qui ne sont pas simplement des motivations de sauvetage du pays. Mais on sait que lorsque la situation est propice et que des motifs comme ça sont donnés comme sur un plateau militaire, ils ont tendance à saisir l'opportunité. Ce qui fait d'ailleurs que, bon, ce qu'on a vu au Mali, au Burkina et en Guinée peut se reproduire ailleurs. Moi, je suis de ceux qui, il y a des semaines déjà, bien avant le coup d'État de la Guinée ou du Burkina Faso, dans des discussions avec des collègues ou avec des gens qui font de la politique en Afrique, je prévenais que non seulement ces risques sont là, mais que si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une installation durable, donc un renversement de situation durable de régime militaire. Parce que pour l'instant, bon, on a la CEDEAO qui sanctionne, mais quel va être le poids de la CEDEAO à mesure que des régimes militaires vont se généraliser dans la région? On en a déjà 3. Donc, il y a des véritables risques, je crois, que ce qu'on voit là ne soit pas qu'un épiphénomène, en particulier parce qu'il vient dans un contexte où on a les réseaux sociaux, l'activisme anti-occidental, anti-français en particulier, et où un coup d'État apparaît comme un mouvement de libération nationale. Moi, j'étais au Burkina après la chute de Blaise Compaoré, et je vois que les mêmes activistes qui, quand le régime de sécurité présidentielle a voulu renverser le gouvernement intérimaire, sont sortis, étaient prêts à se faire tuer. Et je vois que beaucoup d'entre eux aujourd'hui applaudissent le coup d'État ou, s'ils ne l'applaudissent pas, en fait, observent et sont prêts à leur donner une chance. Donc, on voit que dans ce contexte-là, ce sont vraiment des crises internes de légitimité, d'efficacité et arrimées à une présence occidentale, en particulier française, de plus en plus contestée, qui crée un sentiment que intervenir par les armes pour renverser des gouvernements vus comme trop arrimés sur l'Occident, en fait, fonctionne assez bien. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un véritable danger ces temps-ci de contagion. Je vais m'arrêter là dans un premier temps et puis on verra dans la période de discussion s'il y a des points particuliers à approfondir. Isaac, on ne t'entend pas, hein? Je disais que, ah oui, merci beaucoup. Je disais que je vais laisser la parole à lui de Lorimier pour qu'il nous partage ses premières réflexions. Merci beaucoup, Gazibo. Alors donc, voilà, je pensais que le message était passé. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça va. Je voudrais d'abord vous saluer, M. Bazier. On s'est parlé au téléphone, mais on ne s'est pas encore rencontrés. Ça me fait plaisir de participer à cette table ronde avec vous. François Audet, bien sûr, Caroline. Oui, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, M. Delorimier? On ne vous voit pas à l'écran. on devient tous des techniciens ici, hein, c'est bien ça. Est-ce que c'est bon, là? C'était bon et là, on vous a reperdu. Donc, Ben, c'est bizarre, ça saute. Hein?
Ah, là, vous êtes là, c'est bon. Je vais essayer de ne pas bouger. Alors, je voulais saluer aussi Madame Campbell, Bonnie Campbell, qui a été mon prof à l'Université du Québec, si c'est bien la même Madame Campbell, je suppose que oui, qui a été mon prof à l'Université du Québec, avant que j'entame une carrière diplomatique. Alors, j'ai structuré... bon, c'est parti encore? Malheureusement, oui. Et vous voilà. C'est instable depuis tout à l'heure, ça fait ça. J'ai structuré mes pensées dans un texte et je sais que c'est moins spontané des commentaires qui sont lus, mais je vais les lire parce que c'est très important de préciser plus que la pensée, mais les faits entourant la politique canadienne par rapport au Mali. Moi, j'ai été au Mali de 2012 à 2015, ce qui a fait de moi, à cette époque, en tout cas, un témoin privilégié. Ce qui n'est plus le cas maintenant parce que ça fait 7 ans que j'ai quitté ce pays, mais quand même, je suis toujours très intéressé. Quand je suis arrivé au Mali, vous vous souviendrez, il y avait eu déjà un coup d'État en 2012 par le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui d'ailleurs, soit dit en passant, lorsqu'il a pris le pouvoir, a paru étonné lui-même d'avoir pris le pouvoir. Mais enfin, il a chassé le président démocratiquement élu, Amadou Toumani Touré. J'étais là lors de la tentative djihadiste de se rendre jusqu'à la capitale Bamako, à partir de Mopti, après avoir balayé en l'espace de moins de 24 heures les forces armées maliennes. Vous vous souviendrez que cette tentative des djihadistes avait été réprimée par un appel à l'aide des autorités maliennes aux forces armées françaises. Et c'est à ce moment-là qu'on avait établi éventuellement l'opération militaire Barkhane qui, que je sache, est encore en vigueur. J'étais au Mali lors de la première élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. J'étais au Mali lors du déploiement de la mission onusienne de 15 000 casques bleus, la MINUSMA. J'étais au Mali durant l'effort de refondation de l'armée malienne par l'Union européenne. J'étais au Mali durant la période de la conférence d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Alors, j'aimerais vous parler de la politique canadienne au Mali parce que c'est un sujet qui ne fait pas l'objet de beaucoup d'informations dans les médias, dans les journaux, etc. C'est plutôt discret, comme vous savez. Alors, s'agissant de la politique canadienne au Mali, il serait évidemment présomptueux de prétendre que le Canada est un acteur de premier plan dans la région du Sahel et au Mali, qui est aux prises avec des très graves problèmes sécuritaires, comme on sait, liés à la présence de divers groupes armés. On sait que les djihadistes Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'armée État islamique, sont sur place dans le désert du Mali, du nord du Mali. Les groupes politiques locaux, on pense à Ansar Dine, entre autres, qui sont favorables à l'indépendance de l'Azawad et qui ne reculent pas devant, qui utilisent leurs armes, évidemment, qui font régner la terreur pour faire avancer leur agenda politique. On pense à d'autres groupes armés qui sont essentiellement des groupes dont la mission est plutôt d'ordre criminel, puisqu'ils opèrent ils font des opérations lucratives de prise d'otages, de narcotrafic, d'immigration clandestine. Tous ces groupes, évidemment, ont bénéficié à l'époque du retour au Mali de mercenaires touaregs lourdement armés, partis en Libye soutenir le régime déchu du colonel Kadhafi. Et ils sont revenus avec beaucoup d'armes et une volonté de poursuivre leurs méthodes armées pour faire avancer leur cause.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que, de par sa situation géographique, au centre du Sahel, de sa composition ethnique opposant sa population du nord à celle du sud et de l'afflux de groupes armés et d'importants financements d'origine criminelle, le Mali est sans conteste le ventre mou en ce qui concerne la sécurité des pays de la région du Sahel. Certes, le Canada est un membre du G7, de l'ONU, de la francophonie, mais on sait que les acteurs principaux au Sahel sont la France, pour les raisons qu'on connaît, les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la Chine sur le plan surtout économique, et la Russie qui, depuis quelque temps, fait sentir sa présence par mercenaires interposés, ce que, évidemment, Moscou dément. Mais bien sûr, il ne faut pas négliger pour autant le rôle du Canada, que je me plais, moi, à décrire comme le petit parmi les grandes puissances sur la scène internationale, bien qu'il passe souvent ou généralement assez inaperçu. En plus de 50 ans de relations diplomatiques avec le Mali, le Canada y a développé des liens très importants dans les domaines de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et des échanges commerciaux et des investissements majeurs, notamment dans le secteur des richesses naturelles. Au cours des deux dernières décennies, le montant de l'aide canadienne s'est chiffré à plus de 1,6 milliard de dollars. Au Mali seulement, dans les secteurs de la santé, des droits reproductifs, de l'agriculture, de la nutrition, de l'irrigation, de la justice, de l'éducation, de la gouvernance. On peut en dire autant de plusieurs autres pays sahéliens. Sous l'actuel gouvernement canadien, un accent particulier a été mis sur l'égalité des genres, ce qu'on a appelé l'aide internationale féministe du Canada. L'aide a aussi été importante dans le domaine humanitaire, où le Canada a répondu aux besoins liés à la sécheresse et aux conflits armés. Encore là, une attention particulière a été accordée aux femmes et aux jeunes et aux plus démunis. Quant aux relations commerciales, des investissements miniers, essentiellement dans le secteur de l'extraction de l'or, dépassent le milliard de dollars canadiens. Je souligne le milliard de dollars canadiens pour le seul Mali et sans doute une dizaine de milliards de dollars canadiens dans l'ensemble de la région sahélienne. C'est donc dire que le Canada est un joueur majeur sur le plan économique dans la région. Par contre, les autres échanges commerciaux demeurent assez négligeables. S'agissant du secteur qui nous intéresse aujourd'hui, plus particulièrement la paix, la sécurité et la stabilisation, le Canada joue un rôle plus effacé mais non négligeable. Ce rôle s'énonce en plusieurs volets. Premier volet, le soutien de la paix. Le Canada appuie la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Le Canada favorise l'inclusion des femmes dans le processus de paix. Le Canada contribue aux efforts de l'ONU en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilisation via notamment le déploiement de la MINUSMA. Deuxième volet, le dialogue national. Le Canada favorise le dialogue entre les communautés en incluant les femmes, les jeunes et les plus démunis. Le Canada appuie activement la mise en place de la Commission Vérité, Réconciliation et Justice, dont le mandat couvre la période de 1960 à nos jours et concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Troisième volet, très important aussi, l'effort militaire, y compris la MINUSMA, bien sûr. Le Canada, à l'époque où j'étais encore en poste à Bamako, je me souviens, a assuré au profit de l'ONU et du Mali, bien sûr, des navettes quotidiennes d'avions militaires, très gros porteurs de l'aviation militaire canadienne entre le sud de la France et Bamako.
en appui, bien sûr, aux forces militaires, notamment maliennes. Le Canada a déployé... Oups, je suis disparu. Le Canada a déployé en 2018-2019 plus de 200 militaires casques bleus affectés à l'opération d'une flotte d'hélicoptères basée à Gao, qui a considérablement augmenté la capacité logistique de la MINUSTAH en assurant le transport des troupes, des biens et des blessés. Le Canada a maintenu jusqu'à ce jour une dizaine d'officiers militaires et des policiers civils pour assister l'ONU et les autorités maliennes par leur conseil et leur expertise dans la lutte contre le terrorisme. Le Canada contribue à l'école de maintien de la paix et de la sécurité de Bamako, dont la vocation est de former des policiers locaux. Donc, la politique canadienne au Sahel et au Mali a de tout temps été basée sur la promotion de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne, et notamment des femmes, des jeunes et des plus démunis. Le Canada, à l'instar des pays de la CEDEAO et de ses partenaires internationaux, a dénoncé les récents coups d'État qui ont renversé l'ordre constitutionnel malien et appelle au rétablissement de la démocratie dans les meilleurs délais. La politique d'Ottawa peut paraître assez discrète au cours des dernières années. Son volet de la coopération, traditionnellement axé sur la satisfaction des besoins de base, a dû être adapté à la nouvelle réalité avec laquelle le Mali doit composer. Dans cette optique, en étroite collaboration avec la MINUSMA et les partenaires sociaux de la région, y compris la CEDEAO, le Canada appuie les 4 piliers de l'accord d'Alger. Les réformes politiques donnant plus d'autonomie aux régions, dont celle de l'Azawad, la réforme de la défense et de la sécurité, la réconciliation entre les Maliens, la justice et l'aide humanitaire. Est-ce que le Canada pourrait faire plus? Il est clair qu'Ottawa, et ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, il est clair qu'Ottawa ne désire pas s'impliquer directement dans le dialogue politique malien. Il est à noter que le Canada n'a assisté qu'à titre d'observateur à la conférence d'Alger, sans contribuer au débat, estimant que ce n'était pas sa place de le faire. Et ça, je m'en souviens très bien, j'étais moi-même à Bamako. Quant au volet sécuritaire, il me semble que l'occasion était offerte au Canada de s'impliquer davantage dans le cadre de la MINUSMA. Plusieurs partenaires auraient souhaité qu'il en assume le commandement militaire, ce qu'Ottawa n'a pas voulu faire, se contentant plutôt d'une participation liée à l'aspect logistique de la mission onusienne. Ce faisant, le Canada a choisi de se tenir en marge, relativement parlant, bien sûr, en marge de cette mission. C'est une contribution non négligeable, mais qui avait l'avantage d'éviter de s'impliquer trop directement dans le débat politique de la crise malienne et de la région sahélienne. Voilà quelques commentaires que je voulais faire. La politique canadienne est une politique qui s'inscrit dans la continuité et le Canada ne laisse pas tomber le Mali. Le Canada poursuit ses relations diplomatiques avec le Mali et son aide dans les circonstances difficiles qu'on connaît. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, la table est mise puisque nous n'avons pas encore Adama Wade avec nous. La table est cependant déjà mise pour que nous puissions engager la discussion. Et pour commencer, avant de donner la parole à l'audience, j'aimerais simplement d'abord demander si nos 2 panélistes ont quelque chose à dire l'un à l'autre. Alors donc, je vais vous laisser le soin de poser des questions, de commenter, de dire quelque chose avant de donner la parole à la salle.
Et pour donc, la salle, quand je vais revenir tout à l'heure, vous pourrez lever la main et je prendrai un premier tour d'abord je ferai une première liste d'intervenants et d'intervenantes. Alors donc, voilà, je laisse d'abord la parole à Mamoudou Gazibo et à lui de Lorimier. Y a-t-il quelque chose à dire, de questions peut-être ou bien de commentaires? Non, en ce qui me concerne, je pense que dans un premier temps, je vais laisser la parole à la salle. Maintenant, si M. Delorimier, lui, veut interagir, il n'y a aucun problème, je suis disposé à entamer un dialogue. Mais a priori, dans un premier temps, je pense que je n'ai pas de commentaire particulier à ce stade. Très bien. Monsieur Delorimier, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? C'est bon, comme ça. Non, je pense que attendez un peu là. Hop là. Je serais heureux de répondre aux questions. Oui. Il y a un sujet, moi, qui m'interpelle et qui a été mentionné par M. Gazibo. Et c'est évidemment la question des forces armées françaises qui interviennent dans la région. Ce sera intéressant de vous entendre. Quand je dis vous, je m'adresse essentiellement à ceux de mes interlocuteurs ici qui sont d'origine africaine. Je serais intéressé à mieux comprendre le problème. Il me semble que comment dirais-je, l'intervention française sert à quelque chose dans la région et je me demande si elle est remise en cause et de quelle manière. Alors, je n'irai pas plus loin pour le moment, mais vous sentez bien ce que moi je pense de cette situation-là. Alors, en tout cas, je suis ouvert aux questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, je remercie Caroline Dognon qui attire mon attention sur le fait qu'il y a un article paru sur Radio-Canada qui annonce, n'est-ce pas, la France et ses partenaires européens se retirent militairement du Mali. Donc, voilà, c'est à l'ordre du jour. Alors, cela dit, donc, je vais prendre une première... Oui, Isaac, oui. Je peux réagir dans un premier temps peut-être à cette question-là. D'accord. Moi, je dirais que, alors, aujourd'hui, il est très difficile de tenir un discours raisonnable sur cette question aujourd'hui. Pour la raison simple que, d'abord, on a, depuis des semaines maintenant, cet échange très peu diplomatique entre la France et le Mali, entre les autorités françaises et maliennes, avec vraiment un ton des deux côtés, je dirais, qui ne sied pas à, on va dire, des personnalités de ce rang et à des relations diplomatiques entre États. Et je dirais aussi que compte tenu de la politisation extrême de cet enjeu-là dans les sociétés ou une partie des sociétés civiles africaines, en fait, c'est très difficile d'avoir un discours raisonnable parce qu'il y a certains éléments de fait, je dirais, sur lesquels il y a légitimement de la critique apportée à l'intervention militaire française. Mais il y a des éléments aussi qui relèvent beaucoup plus de la mobilisation faite par les activistes et tous les réseaux maintenant résolument anti-français qui débordent d'ailleurs la question de la simple présence militaire française pour aller au franc CFA et voilà, la tutelle qu'exerce ou qu'exercerait la France de façon plus générale sur les anciens pays de colonisation française. Et je dirais que le problème en réalité a commencé après l'intervention que M. Delorimier a justement soulignée de la force française sous le président François Hollande pour empêcher que les colonnes de djihadistes qui déferlaient sur Bamako prennent la capitale, parce que ça aurait été une véritable catastrophe, qu'un pays entier se retrouve comme ça entre les mains du groupe. Donc, dans un premier temps, on se rappelle que l'intervention française a été célébrée à Bamako, les gens ont applaudi parce que ça a permis d'éviter cette catastrophe. Mais le malentendu a commencé lorsque la France a fait, d'une part, a voulu faire cette distinction-là entre le MNLA, le mouvement de libération de l'Azawad, et les groupes dits islamistes, en oubliant que le MNLA, à un moment, s'est allié aux groupes islamistes qui les ont chassés des principales villes comme Tombouctou. Et d'autre part, en sanctuarisant la région de Kidal où l'armée malienne n'avait pas le droit d'aller.
Et donc, de fait, en fait, on a consacré une forme de séparation du pays en deux, ce qui a favorisé ensuite tous les trafics que l'on connaît. Je pense que le malentendu a commencé là, hein, au moment où la France n'a pas permis d'aller au bout de son intervention pour faire en sorte que l'armée malienne et le gouvernement malien retrouvent la plénitude du contrôle. Certains se rappelleront que l'ancien Premier ministre Moussa Mara a voulu faire un voyage à Kidal, il a dû fuir quasiment parce que les militants du MNLA ne voulaient pas d'une présence de l'armée malienne ou d'officiels maliens là. Le quiproquo a commencé là, puis ensuite, avec la multiplication des attaques, bon, beaucoup, ce qu'on entend, le terrain, ce qui revient du terrain, c'est de dire, bon, on dit que les armées ne sont pas capables. La France intervient. Il y a de l'aviation, les services de renseignement, et on ne voit pas les résultats. Alors, là aussi, je pense que M. Delorimier a raison. Dans ce sens-là, les personnes ne font une sorte de raisonnement contrefactuel. Est-ce que ce qu'on voit là, est-ce que ce serait pire ou pas s'il n'y avait pas l'intervention française? Bon, ça, personne ne fait ce que les gens font comme diagnostic, c'est qu'on continue à avoir des attaques. Et parfois aussi, il y a énormément de maladresse. Je pense au sommet de Pau, par exemple, où la France a convoqué les présidents africains. Le président du Burkina, Kaboré, par exemple, il est sorti d'une réunion, on lui a tendu le micro et il dit « Ah, c'est vous qui m'apprenez que je dois aller à Pau. » Bon, ça, par exemple, c'est le genre de maladresse qu'on a pu commettre, que le président français a commis, que la diplomatie française a pu commettre. Ou je donnerai un autre exemple. Quand vous interrogez les gens sur le terrain, nous autres qui allons au pays, qui rencontrons des villageois qui ont... moi, là, le village d'où je viens, si je peux dire ainsi, à un moment, les gens ont vidé complètement tous les villages en disant ben, personne ne nous protège, donc on quitte et on se replie sur Tillabéri puis Niamey. Mais en même temps, lorsqu'il y a un enlèvement d'Occidentaux, on nous apprend que on a pu cibler, par exemple, dans la région de Niamey, il y a eu une attaque dans un parc que beaucoup de gens connaissent de girafes. Il y a eu une attaque là. Et on a tué des humanitaires français. Il y a quelques mois, on a appris que le principal maître d'œuvre de cela a été suivi, ciblé et tué par un tir de drone alors qu'il était tout seul à moto. Alors, on fait une annonce comme ça. Moi, le retour que j'ai, par exemple, des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais ça, c'est la preuve même que les Français ne veulent rien faire. Parce que s'ils sont capables d'enquêter, de cibler une personne qui a participé à cela, de l'éliminer, comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ne voient pas les colonnes de motos qui attaquent des villages et qui tuent des centaines de personnes? Ça dure 3 heures et ils disparaissent dans la nature. Donc, voyez-vous, moi, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais je dis que si on n'écoute pas les gens, leurs ressentiments, vous savez, en politique, je dis souvent que les perceptions valent réalité. Que la question n'est même pas de savoir s'il y a la France a un plan ou des agendas cachés. Si les gens perçoivent ça comme cela et sont capables de mettre des faits comme ça qui mettent à mal le narratif officiel, il y a un problème. Donc, moi, c'est ce que je dirais sur cette question-là. Et Isaac a raison. Là, on vient d'annoncer le retrait. Ça aussi, je n'ai pas, c'est tout neuf, mais le simple fait qu'on le fasse une fois qu'on a rencontré le président du Niger, du Tchad, on les a réunis à Paris pour dire, bon, ce n'est pas juste une décision française. Comment est-ce que ça va être perçu sur le terrain? Les gens vont dire, mais voilà, tout ça, ce sont des présidents vendus à la France qui sont allés là-bas pour conforter le discours français. C'est comme ça que ça va être perçu. Donc, je pense qu'il y a des maladresses diplomatiques, pour ne pas dire autre chose, qui font que, ben, clairement, il y a une distorsion, ou en tout cas une séparation claire aujourd'hui entre l'opinion, d'une part, en tout cas une bonne partie de l'opinion, d'une part, et les gouvernements, beaucoup de gouvernements, et la position française de l'autre. Merci beaucoup. Je vais prendre faire une première liste d'intervenants. J'ai noté Ndongo. Donc, est-ce que si vous voulez prendre la parole, formuler des questions concises pour que nous puissions utiliser le temps à bon escient, allez-y. Levez la main pour que nous établissions une première liste d'intervenants. Viceo, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait poser une question, faire un commentaire? Alors donc, Mamadou, Berthe.
Oui, nous allons clore la liste à 5 questions. Nous avons 2 intervenants ici. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Sinon, nous allons dans cet ordre-là, donc Ndongo, Viceo, Mamadou. Et ma question à moi, tout de suite, avant que ce ne soit, que nous n'allions plus loin, c'est pour Gazibo, la question des transitions. Tu disais, et c'est vrai que il y a des gens qui ont applaudi donc, en octobre 2014, le départ de Blaise Compaoré, et qui aujourd'hui, hein, s'ils n'applaudissent pas, en tout cas, donnent une chance aux militaires. Est-ce qu'on a précipité les transitions? Quelle lecture pouvons-nous faire de cette pression visant à rétablir ce que donc on appelle communément l'ordre démocratique? Et au Burkina Faso, tout le monde retient son souffle et puis pour voir quels seront les termes de la transition. Donc, et au Mali, on sait que ça a été un écueil important dans les relations, n'est-ce pas, du Mali avec la CEDEAO notamment. Et pour M. de Lorimier, ma question est de savoir, est-ce que, pourquoi, disons plutôt, de quelle façon, sur l'échiquier diplomatique, le rapport, enfin, le micro se promène, c'est-à-dire, quand vous vous retrouvez pour le Canada dans le genre de conseil pour intervenir au Mali ou au Sahel, la France est le visage de la coopération internationale et de l'intervention internationale dans la région. Est-ce que cela peut être autrement? Ou est-ce que sur la base d'acquis que je qualifierais en tout cas d'historique, pour ne pas dire autre chose, la France est le premier interlocuteur dans ce genre de situation? Voilà, je laisse la place à M. Ndongo pour sa question, Viceo et Mamadou après. Activez votre microphone, s'il vous plaît. Non, ce n'est toujours pas le cas. Voilà, allons-y. Voilà, alors merci beaucoup, hein. Bonjour tout le monde. Bon, je n'ai pas de questions précises, je comprends bien les impératifs du temps. Je vais essayer de prendre 1 minute et demie pour formuler, n'est-ce pas, un petit commentaire critique et la personne qui se sent interpellée pourra réagir. Peut-être vous-même, Isaac Bazier, et davantage le professeur Gazibo. Voilà. Alors, mon commentaire va dans... Excusez-moi. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut se dire 1 minute parce que oui, il faut être très concis dans les remarques pour qu'on puisse avancer. Merci. Oui, j'ai dit que je comprends et bon, là, j'ai perdu 4 secondes là. Alors, donc, mon commentaire va dans le sens d'un constat, le professeur Gazibo a dit au début qu'il n'est pas surpris de ce qui se passe. Et je me rends compte que là, nous sommes en train d'analyser, n'est-ce pas, les conséquences, laissant de côté les causes profondes de ce qui se passe. La table ronde a pour titre Guinée, Mali, Burkina Faso, crise, défis et opportunités. Là, je suis en train d'écouter des choses qui, ma foi, ne cadrent pas beaucoup avec le contexte propre, où j'allais me dire, je m'attendais à une réflexion, n'est-ce pas, pour comment se départir, n'est-ce pas, des facteurs internes et externes qui créent tout ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. 2, situer comme ça le véritable rôle des acteurs en présence. Bref, je voudrais récapituler en quelques secondes. Crise, je me disais, cause, manifestation, conséquences et solutions. Je n'ai pas beaucoup entendu. 2, défi, le rôle, n'est-ce pas, des acteurs en présence, en particulier nous, les intellectuels africains. Et puis 3, opportunité. Une opportunité, c'est ce qui nous vient de l'extérieur de manière positive. Je n'en vois pas beaucoup. Et puis finalement, cette France-là, oui, il faut parler clairement. La France est le pays occidental qui met les troubles en Afrique et la plupart des coups d'État en Afrique viennent de cette France-là. Alors, c'était ce petit commentaire-là de manière un peu spontanée que je voulais faire. On n'a pas beaucoup de temps. J'allais davantage élaborer parce que là, on parle d'élection, on parle de démocratie, alors que tout ça, c'est des choses contextuelles. L'élection, le contexte démocratique en France n'est pas celui des États-Unis et vice-versa, et du Canada, et ainsi de suite. Alors, l'Afrique a besoin du développement aujourd'hui. Et tout ça, ce sont les choses qui entravent son développement. Et on passe autant à analyser les conséquences et puis on les véritables causes. Que cette France-là parte
Je peux Merci. arrêter là. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, comme vous avez compris, nos panélistes ont émis des réflexions premières pour qu'ensuite nous allions dans la conversation. Donc, nous n'avons pas fini et je suis certain que nous allons couvrir plusieurs choses. Allons-y, Viceo et ensuite Mamadou. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. Merci Gadibo et Dérolimier. Je crois que l'interlocuteur qui vient de me précéder a quand même dit plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Je vais juste poser deux questions. La première, est-ce que les coups d'État d'aujourd'hui, on sait que ça a toujours aimé la vie des populations africaines, mais est-ce que les coups d'État d'aujourd'hui sont différents des coups d'État d'après les indépendances? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Et qui peut créer une certaine opportunité, une certaine ouverture, un certain changement dans le futur? Il me semble qu'on doit regarder aussi cet aspect-là dans la question. Est-ce que les coups d'État se valent? Et est-ce qu'il y a une opportunité derrière ce qui se joue aujourd'hui sur la scène politique de l'Afrique de l'Ouest et peut-être de l'Afrique centrale à venir? On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci, Viceo. Mamadou. Mamadou, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, allez-y. OK. J'ai deux questions. La première, la récurrence des coups d'État au Burkina, au Mali et en Guinée est-il révélatrice de l'échec de la démocratie en Afrique? Et la deuxième, est-ce que le départ des troupes françaises du Mali annonce une nouvelle, disons, est-il le début de la fin, annonce-t-il la fin de la présence française en Afrique progressivement? D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à nos panélistes. Donc, la question des opportunités est là aussi. Donc, voilà, allons-y. Je vous laisse le soin de prendre la parole. Monsieur Delorimier, vous voulez commencer ou Ouais. Oui. Oui, j'ai peur de monopoliser le... Non, c'est allons-y. Oui. Ouais. J'ai un peu de mal à suivre le fil des choses là, mais s'agissant en tout cas de votre question à vous, Monsieur Bazier, à propos du rôle de la France qui semble toujours être ou apparaître comme l'interlocuteur sur le plan international, en tout cas des grands bailleurs de fonds. Moi, ce que j'ai... Bon, d'abord, le Canada n'a pas de passé colonialiste, hein, on sait ça. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes intérêts que la France ou que l'Angleterre ou que d'autres. Et donc, on a la capacité d'avoir ce que j'appellerais une coopération plus objective qui est très ciblée et basée sur des grands principes que nous, on veut défendre. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon exposé. Bien sûr, on est favorable à la lutte contre le terrorisme, ça c'est certain. Mais on est favorable aussi à la démocratie, aux droits de la personne, etc., à la promotion des populations et tout. Alors, c'est pour ça que j'ai expliqué que le Canada, d'une certaine manière, Ottawa cherche à se tenir loin du débat politique comme tel, parce que le débat politique qui oppose et qui semble opposer en ce moment les pays africains et la France, on ne veut surtout pas être pris dans ce guêpier. Ce n'est pas notre affaire du tout. Maintenant, on essaie de proposer, nous aussi, un modèle. Vous savez qu'en francophonie, par exemple, on s'est un peu présenté comme l'alternative. Et puis, on a été suivi beaucoup par les pays africains et c'est bien. Mais on a notre propre politique, puis on n'a pas la prétention non plus d'avoir l'influence, d'avoir une telle influence qu'on puisse dicter le chemin. Alors, c'est un peu le commentaire que j'avais à faire sur ce sujet-là.
Non, nous, notre logique, c'est le développement. Il faut que les pays africains se développent. Et on dit que le continent africain, c'est le continent de l'avenir, et on voit que dans beaucoup de régions, les pays africains se développent. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria, et c'est par là que va passer éventuellement, à mon avis, la consolidation des grands principes de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme. Mais la situation est plus compliquée dans certains pays. On ne le dit jamais au départ quand on fait ces débats-là, mais moi, si je me souviens bien, le Mali, par exemple, fait partie des 5 pays les plus pauvres au monde. Alors, cette assise-là rend un pays comme le Mali et d'autres extrêmement vulnérables. Pourtant, il y a moins de 20 ans, on considérait le Mali comme étant un modèle de démocratie en Afrique. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On assiste à des coups d'État à répétition. C'est problématique. C'est pour ça que nous, on dit c'est le développement. Ça passe par le développement. Il faut que ça passe par le développement. Et malheureusement, il y a certains pays qui sont à un niveau qui ne leur permettent pas de la stabilisation espérée. Voilà, j'arrête là. Merci. Donc, le passé colonial joue un rôle important apparemment donc, dans la manière de se positionner sur l'échiquier. Gazibo, veux-tu réagir? Après, je vais faire une autre liste d'intervenants et d'intervenantes. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de questions. Je pense que, Monsieur Ndongo, je suis d'accord avec vous. Je crois que vous avez raison de nous recentrer, mais en même temps, les consignes qu'on avait, c'était d'ouvrir le débat et puis ensuite d'aller avec la période des questions. Mais vous avez tout à fait raison. Parce que la question des crises, bon, moi, je pense que ce que j'ai dit essentiellement, c'est de dire que ce sont des crises de capacité et de légitimité des dirigeants, des gouvernements qui expliquent les opportunités ouvertes pour que les militaires prennent le pouvoir. Donc ça, c'est très clair. Les défis, quels sont-ils? Bon, il y en a tellement que ce serait difficile de les énumérer. Il faudrait faire une vision globale et puis aller au cas par cas. Par exemple, si je prends le cas du Mali, bon, là, c'est sûr qu'on est dans une situation de rupture avec la France, c'est très clair. La France, comme je disais, essaie d'embarquer les partenaires européens et les pays africains voisins, notamment francophones de la CEDEAO. Comment est-ce que le gouvernement malien va réussir à s'en sortir? Tout à l'heure, M. Lorimier montrait le caractère très vulnérable du Mali. Les pays africains, c'est ça la difficulté. Si vous ne construisez pas des capacités, une autonomie qui n'est pas juste dans les mots, mais une véritable autonomie économique, financière, ben c'est sûr que vous êtes à la merci de tous les chocs externes, là, les coupures d'aide, et plus que ça aussi, parce que vous êtes dans un système international que vous ne maîtrisez pas et les acteurs, les grands acteurs peuvent vous asphyxier aussi assez facilement. Donc ça, alors le Mali, je comprends bien. En fait, ce qui est en jeu aujourd'hui, en tout cas officiellement, le discours officiel du Premier ministre, des autorités de la transition, c'est la souveraineté, ce qu'on comprend parfaitement. Puis ça, moi, j'ai été impliqué, pas en politique en tant que politicien, mais j'ai été impliqué suffisamment à la fois dans mon propre pays avec les transitions, notamment la dernière transition de 2010-11, où j'ai dirigé la réforme des institutions, mais aussi à l'échelle souvent de l'Union africaine ou de la francophonie, où j'ai vu justement M. Lorimier souvent les convergences et les divergences entre la position du Canada, du Québec et celle de la France en Afrique sur ces questions-là. Je pense que c'est compliqué. Je pense que dans un pays comme le Mali, la difficulté aujourd'hui, ça va être d'avoir les moyens de cette souveraineté-là qui est clairement battue en brèche. Quand vous êtes un dirigeant d'un pays africain, quand vous êtes à un niveau de responsabilité en Afrique, quand vous êtes un diplomate dans une instance internationale, vous sentez le poids des pays occidentaux et en particulier quand vous êtes francophone de la France. Votez contre la France dans certaines grandes instances internationales et vous allez voir les conséquences. Donc ça, je vous parle de choses que moi-même, je peux
je ne vais pas les documenter comme ça, mais que j'ai pu vivre, que je connais très bien. Les opportunités, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, dans beaucoup notamment les sociétés civiles, une partie de la diaspora, c'est de dire le Mali ouvre un peu la voie à une véritable indépendance. J'ai souligné ce point dans ma présentation. Mais ce n'est pas aussi simple. Vous savez, on travaille sur ces questions, on a connu des transitions, moi j'ai été impliqué quand même dans beaucoup de processus à l'échelle africaine, de l'Union africaine, de l'OIF, où on voit que souvent les espoirs peuvent être déçus. C'est pour ça que je dis souvent, moi, je ne cède pas très facilement à l'enthousiasme. Je vois bien ce que les autorités maliennes, en tout cas dans le discours, essaient de faire, et s'ils réussissent, tant mieux. Mais je sais aussi que ces enjeux de transition, de pouvoir militaire, ça peut dérailler très, très rapidement. Ça peut dérailler très vite. Moi-même, j'ai participé à une transition où les militaires, ça a duré 14 mois, mais ils ont eu le temps de se chamailler, que certains aillent en prison. Donc, le risque, c'est ça, c'est que dans ce genre de situation, surtout que vous avez aussi des acteurs internationaux, régionaux qui attisent le feu, qui essaient de les diviser, qui n'ont pas intérêt à ce que cette aventure prospère. Donc, c'est très risqué. Mais le Mali, si cela devient une opportunité pour prendre son destin en main, tant mieux. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Quand vous êtes aussi dépendant de l'aide internationale ou de la région, quand on vous ferme les vannes, c'est très compliqué. Est-ce que on a précipité les transitions? Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous savez, dans la littérature, il y a certains qui soutiennent que si on regarde l'essentiel des transitions, certaines des mieux réussies ont été les plus courtes. Par exemple, le Bénin a eu une transition relativement courte. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, Patrice Talon met à mal la démocratie béninoise, mais bon, le Bénin a été quand même un relatif modèle et c'est une des transitions les plus courtes. Au Niger, la période la plus stable qu'on a connue, c'est vraiment celle je dirais, de 2000 à 2010 à peu près, avant que le président Tanja essaye de réformer la Constitution. La transition a duré 9 mois. Au Zaïre, ça a duré 2 ans et demi. Ça n'a rien réglé du tout. Donc, mais en revanche, je suis d'accord. Je pense qu'il faut faire du cas par cas. Par exemple, cette idée au Mali, je pense que dans ce sens-là, les autorités ont quand même un peu raison. Vous ne pouvez pas demander des élections coûte que coûte alors que l'essentiel du pays est dans l'anarchie, sous le contrôle des groupes. Il faut un minimum, je pense, de paix, de sécurité, que les gens puissent voter, un minimum de consensus sur les règles du jeu. Les coups d'État aujourd'hui sont-ils différents? Alors, ça, c'est une question piège parce que vous savez, il y a eu le débat à un moment sur est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je dirais que ça dépend beaucoup des contextes. Jerry Rawlings, c'est quelqu'un qui a refait le Ghana, un pays qui était totalement en banqueroute, mais le contexte était différent. C'était les années 80. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une différence. On ne peut pas faire les coups d'État comme avant. Déjà, généralement, c'est moins violent. Moi, je dirais même que c'est des coups d'État très amicaux, dans le sens où les présidents, on les libère rapidement. Enfin, et aussi, le contexte, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coups d'État qui ne viennent pas simplement on va dire, de l'ambition d'un officier qui se lève un matin. C'est pour ça qu'au Burkina, par exemple, le coup d'État, le contre-coup du RSP n'a pas marché et que celui d'aujourd'hui qui est vu comme un peu plus en phase avec les aspirations populaires a fonctionné, même si là aussi, il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dans un moment d'aspiration qu'il va vraiment que son action va aller. Donc, au Mali, au Burkina, en Guinée, le risque pour les militaires, s'ils s'éternisent longtemps, c'est que la lune de miel peut prendre fin assez rapidement parce qu'on sait que quand on gouverne, on ne change pas les choses du jour au lendemain comme ça par décret. Est-ce que c'est révélateur de l'échec de la démocratie? En tout cas, j'ai dit en introduction qu'on a rapidement parlé de transition démocratique. Ce qui veut dire qu'en réalité, les régimes que l'on a ne sont pas les reflets de la démocratie au sens de l'état de droit, au sens de véritablement asseoir les libertés, une concurrence, une transparence dans la concurrence politique, un minimum de respect du bien public, de contrôle de la corruption, un minimum
bien-être sociaux, de bénéfices sociaux. Donc, est-ce que c'est la démocratie qui a échoué ou le fait de n'être pas allé au bout qui fait qu'on a des contre-coups qui reviennent? Moi, je présenterais cela comme ça. Puis bon, dernière question, est-ce que le départ des troupes françaises est le début de la fin de la présence française en Afrique? Moi, je vous dirais que, premièrement, la France n'en veut pas. D'ailleurs, j'entends dire que maintenant, c'est le Niger qui va probablement être le point de repli. Pourquoi? Parce que, bon, au Burkina, il y a un coup d'État militaire. Au Tchad, il y a un militaire à la tête. Hein. C'est les zones les plus concernées. En Mauritanie, il n'est pas question. C'est un pays qui est moins affecté. Le Niger, on le présente comme un peu, hein, quelqu'un dit présentable, hein, parce que bon, le président qui est là, il a au moins, il n'a pas un kaki, il n'a pas une tenue. Même si les conditions de son élection ont été tout de même, il faut le dire, contestées par l'opposition. Donc, la France ne veut pas quitter. J'ai entendu les Européens dire qu'ils ne veulent pas quitter. Ils quittent le Mali, mais ils ne veulent pas quitter le Sahel. Beaucoup de régimes africains ne veulent pas qu'ils quittent. Je pense que si vous posez la question à Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire ou Mohamed Bazoum du Niger, ils ne veulent pas que la France quitte. D'ailleurs, souvent on les entend, ce sont les deux d'ailleurs qui souvent se présentent comme les meilleurs amis de la France. Mais il y a beaucoup qui veulent qu'ils quittent. Bon, mais est-ce que ce sont ceux qui détiennent les moyens de les faire partir? Je ne crois pas. Donc, pour moi, il faut rester prudent. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Boni a levé la main. Alors donc, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Je sais que Ndongo a levé la main, mais alors donc, je vais donner la parole à ceux et celles qui n'ont pas encore eu la possibilité de s'exprimer. Et ensuite, je viendrai à vous, M. Ndongo. Boni? Oui, merci beaucoup. Les enjeux qui sont soulevés sont évidemment complexes. Il y a beaucoup de niveaux et on ne peut pas toucher à tout. J'avais deux questions. Monsieur Gazibo, vous parlez de crise surtout interne, de légitimité et d'efficacité. Vous avez, le temps est court, mis beaucoup moins de place sur les dimensions socio-économiques plus profondes, les dimensions structurelles de ces crises, répartition très inégale des ressources. Quelle place accordez-vous à cette dimension et comment en tenir compte dans l'analyse que vous faites? Pour notre collègue Monsieur Delorimier, je voudrais continuer avec la même lancée. Il y a dans les trois pays en question d'énormes richesses minières. Il y a un modèle de mise en valeur de ces richesses qui est, on le sait, profondément inégal sur le plan de la répartition de cette richesse, qui peut être aussi un facteur qui contribue à ce type de crise. C'est pour ça la question, la première partie à M. Gazibo. Et ce modèle que l'on sait, qu'on étudie, ne contribue pas à une transformation à plus long terme de ces sociétés, à plus grande une cohésion sociale. Et ce modèle, malheureusement, est un modèle dans lequel les compagnies canadiennes sont très impliquées. Dans ce sens-là, elles ne sont pas très différentes. Et donc, on n'a peut-être pas un passé colonial, mais on a des comportements de compagnies qui se comportent comme les autres compagnies qui extraient la richesse et laissent très peu dans le pays. On peut le documenter à travers notre appui de certains cadres réglementaires qui insistent sur des clauses de stabilité, des régimes fiscaux par compagnie, etc. On a beaucoup travaillé là-dessus. Bref, on a un modèle qui est maintenu dans lequel le Canada participe à ce maintien et la politique étrangère du Canada n'est pas étrangère à ce modèle. Alors la question à M. Delorimier, c'est dans quelle mesure notre politique étrangère, qui est en ce moment en retard par rapport à d'autres pays pour ce qui est des demandes d'imputabilité des compagnies canadiennes, de la responsabilité de notre compagnie canadienne par rapport à d'autres pays, comment est-ce que nous, au Canada, nous pourrions renouveler nos politiques dans ce domaine-là, notamment nos politiques extractivistes, pour qu'on ne soit pas un facteur qui contribue à l'appauvrissement, mais plutôt aider à contribuer à des solutions du pays en essayant d'assurer que la richesse reste au Mali et aux pays concernés maintenant par cette discussion, les trois pays, que ce soit la Guinée, la Mali, Burkina Faso,
et ne soit pas donc une cause, mais plutôt une solution que l'on aimerait tous voir à l'horizon. Merci. Merci beaucoup, Bonnie. Alors donc, Bernard, je ne vois pas tout le nom, a levé la main et après, Monsieur Ndongo. Donc, allons-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question concernant les relations entre la Russie et la France, principalement au Mali. Et j'aurais voulu savoir en particulier s'il y a quelque chose qui est un peu, parce que je vous pose la question parce que je vois quelque chose qui est un peu bizarre. Il y a l'exemple de la République centrafricaine, où il semble que la France a lâché le pays ou le gouvernement au profit de la Russie. Et au Mali, qu'est-ce qui empêcherait de penser que là aussi, il y aurait des relations inconnues entre la France et la Russie? D'accord, merci beaucoup. Il y a une question dans le chat. Donc, quelle est votre opinion sur l'exclusion du Burkina, du Mali, après le coup d'État? Donc, l'exclusion de la CEDEAO. Donc, qu'en pensez-vous? Alors, Monsieur Ndongo, en quelques mots. Oh, là, je suis un peu perturbé parce que Bernard a raflé la moitié de mes biscuits. Hein? La moitié de mes biscuits, oui. Alors, donc, comme il nous manque le temps, je vais soulever deux petits, 3 points et j'aimerais que le professeur Mamoudou réagisse peut-être de manière transversale, hein, parce qu'il nous manque le temps. Voilà. Le premier point, c'est là, on parle de Guinée, Mali, Burkina Faso, Afrique de l'Ouest. Est-ce que nous sommes en train de faire du régionalisme ici ou alors que penser de la thèse du panafricanisme? Premier point. Deuxième point, j'y vais de manière imagée. Je suis à un colloque en 2004 portant sur les villes africaines. Quelqu'un de dit ce sont des villes désordonnées, c'est mal planifié, on ne peut rien comprendre, surtout. Et quelqu'un d'autre de réagir en disant non, il y a un ordre là, il y a une organisation qui sied avec l'anthropologie locale, bref, qui sied avec les cultures, les traditions locales. Préoccupation, ce sont de lire l'Afrique avec les yeux de Paris, de New York, de Montréal, du Canada, bref, soyons africains. Et c'est ce à quoi j'invite toujours mes étudiants. Dernière préoccupation. Avant-hier, justement, je donnais une conférence sur les villes africaines où j'invitais encore l'auditoire à ce regard anthropologique-là, de telle sorte qu'on puisse comprendre que l'Afrique a un triple modèle. Un modèle importé, un modèle local dont on ne peut pas effacer les effets opératifs et un modèle hybride. Et finalement, ça nous prend une utopie africaine. Professeur Gazibo, quelle serait cette utopie-là par rapport à nos valeurs, par rapport à nos référentiels? Et puis, que pensez-vous justement de la venue, n'est-ce pas, de la Russie qui est en train de, faire ce que les autres n'ont pas pu faire par le passé? Et pour terminer, qu'est-ce que nous, les intellectuels, pouvons faire par rapport à ce contexte qui est très, très difficile? Oui, les Africains, sinon un certain nombre considèrent aujourd'hui que le Mali est en train d'ouvrir la porte sur ce qui devait être fait. Voilà. Et puis, finalement, une dernière conclusion, les pays sont interreliés, les régions sont interreliées. Alors, parler de l'Afrique de l'Ouest aussi, et aujourd'hui, il faudrait aussi regarder l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Voilà, merci. Donc c'est là mes préoccupations. Merci. Merci. Je réagis tout de suite sur celle-là parce que j'ai invité de l'AFI et l'IEM, nous avons invité les panélistes à se prononcer sur une situation déjà complexe. 3 pays comme ça, on s'entend que déjà ce sont des situations, et le professeur Gazibo l'a dit, et il faut faire du cas par cas parce que ce ne sont pas exactement les mêmes situations. Imaginez si nous avions ouvert tout cela pour inclure toutes les régions que vous avez citées, je pense qu'on n'aurait pas eu un débat sérieux. Ça prend beaucoup plus de temps pour donc aller au fond des choses. Alors, il y a quand même un dénominateur commun aux pays qui sont énumérés ici,
Et c'est ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Donc, je pense quand même que l'effet de cohérence exige que, bon, voilà, on délimite le territoire dans ce cas-là et aussi, bon, qu'on puisse se donner le temps d'aller au fond des choses un peu quand même dans la petite heure et demie que nous avons. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur de Lorimier, d'une part, et ensuite à Gazibo, d'autre part, pour que vous puissiez répondre. Merci. Oui, merci. Je remercie Mme Campbell pour sa question tout à fait pertinente à propos du secteur minier, des ressources minières africaines en général et maliennes en particulier. C'est un sujet auquel j'ai été exposé et qui m'interpelle moi aussi. Et je peux dire à Mme Campbell que je souscris au principe qu'elle met de l'avant, c'est-à-dire qu'il y ait une juste répartition des retombées des richesses de cette exploitation de richesses naturelles dans les pays. Je n'ai pas toutes les données précises à ce sujet, mais je peux faire certains commentaires quand même. Il est indéniable que pour un pays comme le Mali, je pense que le secteur minier international, bien sûr, compte pour plus de la moitié de la fiscalité des entrées fiscales dans les coffres du gouvernement malien. C'est énorme, c'est quand même énorme. Je peux mentionner aussi que l'alternative à l'exploitation par des compagnies internationales des richesses naturelles dans ces pays-là, c'est un truc dont on connaît les graves conséquences et ça s'appelle l'orpaillage. Et l'orpaillage, c'est l'horreur absolue. C'est exploiter les enfants, c'est de créer des situations des situations sociales absolument épouvantables. C'est inhumain, c'est carrément inhumain. Mais ça, c'est la conséquence de ne pas avoir les moyens de faire ce qu'on voudrait faire dans le domaine minier. Je pense, comme vous, Mme Campbell, que le gouvernement canadien devrait se pencher davantage sur cette question et chercher à créer les conditions qui fassent qu'il y ait une plus juste répartition, évidemment, des retombées. Je sais qu'il y a du travail qui se fait quand même dans ce domaine-là. C'est pas comme si ça n'existait pas. Il y a du travail qui se fait dans ce domaine-là, mais ça pourrait se faire davantage. Mais il faudrait que notre gouvernement soit davantage sensibilisé à ça. Mais je ne suis pas de ceux qui considèrent que c'est une exploitation éhontée et à outrance. Il faut visiter les installations minières. Ce n'est pas seulement au Mali, c'est au Sénégal, c'est au Ghana, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Niger, c'est au Nigeria, il y en a partout, au Burkina Faso, bien sûr. Il y en a partout. C'est un fait que c'est la richesse, c'est une richesse très importante de l'Afrique. C'est un peu le pétrole pour les pays du Sahel. Peut-être que de ce côté-là aussi, il pourrait y avoir une organisation plus concertée entre les pays du Sahel pour faire pression sur le Canada pour obtenir davantage de conditions pour l'exploitation et comment dirais-je, obtenir de meilleurs retours pour les investissements. Et les pays africains aussi devraient, en tout cas, j'ai remarqué qu'au Mali, il y a des règles aussi un peu particulières qui font que 50% des exploitations doivent appartenir à des intérêts maliens. Sauf que ça aussi, c'est scandaleux parce qu'il y a certains Maliens qui achètent à vil prix le droit d'être propriétaire de ces richesses. Enfin, c'est du capitalisme qui est mal, comment dirais-je, mal conçu, mal contrôlé, qui se prête à la corruption, etc. etc. Alors,
conclusion, c'est un vaste problème. Mais c'est un problème auquel il faut s'attarder parce que il y a là une source pour les pays africains énorme de richesse si c'est bien canalisé, si c'est bien contrôlé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'évolution des pays africains passe par le développement économique et ça, c'est un secteur extrêmement important qu'il faudrait savoir mieux organiser. Merci beaucoup. Gazibo. Oui. Merci. Moi aussi, je voudrais saluer Madame Campbell, que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Je dirais deux choses sur les... J'ai compris la question comme un appel à approfondir un peu ce que je disais à propos de la crise de légitimité et d'efficacité. En ce qui concerne la légitimité, le problème qu'on a, et c'est lié peut-être aussi à la question sur la CEDEAO, c'est que dans beaucoup de pays, bon, on se contente de dire « Ah, le président a été démocratiquement élu », sans regarder les conditions de l'élection. Et je dirais même plus trois points. Les règles du jeu qui président même à l'élection, l'ensemble des règles du jeu, par exemple, certaines dispositions constitutionnelles que l'on modifie, la loi électorale qui est cruciale, que l'on modifie dans bien des cas souvent sans consensus. Vous savez, la CEDEAO dispose d'un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dit, par exemple, quelque chose comme on ne peut pas faire de modifications sur des dispositions électorales 6 mois avant un scrutin sans obtenir le consensus de l'ensemble de la classe politique. Mais qui applique ça? Ou alors on fait les réformes avant les 6 mois pour être tranquille en excluant l'opposition. Donc déjà, les régimes portent déjà la marque de ce péché originel souvent parce que les règles du jeu elles-mêmes sont biaisées, ne sont pas consensuelles. Il y a des pays, puisque notre collègue nous appelle et que j'ai cru déceler un accent camerounais, Dongo, le Cameroun est un cas où le président Biya, lors des premières élections, puisqu'il a vu que l'opposition allait s'unir au deuxième tour pour lui barrer la route, il a simplement changé les règles pour dire, voilà, l'élection se fait à un tour, au scrutin majoritaire à un tour. Donc, et dans beaucoup de cas, on a ces aspects-là. On a des modifications comme ça intempestives qui font que ceux qui sont au pouvoir s'assurent de ne jamais perdre. Or, le pouvoir, la démocratie, c'est perdre les élections, c'est perdre, c'est accepter de perdre. Et le moment électoral, beaucoup de régimes, bon, la prime au sortant, c'est pas juste le fait que, bon, on a travaillé et puis qu'on se fait élire, c'est aussi le fait que l'ensemble des moyens de l'État est utilisé par ceux qui sont au pouvoir pour battre campagne. Et donc, il y a un avantage disproportionné qui fait que l'opposition n'a pas la possibilité de gagner. Donc, le moment électoral fait d'utilisation des moyens de l'État, de corruption, d'achat des votes. On a des élections où, clairement, on va, le jour de l'élection, acheter les bulletins, comment on dit, pas les bulletins de vote, mais la carte d'électeur pour s'assurer qu'on est dans le fief de l'opposition, que les gens ne vont pas voter. Comment est-ce qu'on peut garantir la légitimité des gouvernants dans ces conditions? Et la pratique du pouvoir ensuite, l'exclusion, les marchés publics abusivement attribués, des sommes folles qui disparaissent comme ça dans tous ces pays-là. Sous Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a évoqué. Alpha Condé, c'est pareil. Peut-être dans le cas du Burkina, l'armée, avec tout ce qu'on a vu ces dernières semaines sur des contingents qui n'ont même pas l'approvisionnement minimal, des soldats qui doivent chasser pour se nourrir, alors que pendant ce temps-là, on accuse des gens du régime d'enrichissement. Donc, c'est très clair que la crise de légitimité, elle est là. Ce qui fait que Alpha Condé, par exemple, en Guinée, voilà un pays où on fait une modification constitutionnelle pour que le président puisse se représenter. Et puis, au moment du référendum, peu de gens peuvent vous dire qu'ils ont vu le texte sur lequel on les appelle à voter. Et mieux que ça, le texte sur lequel on est supposé avoir été voté est modifié après le référendum parce que certaines dispositions ne plaisent pas au président. Donc voilà, ça c'est du constitutionnalisme. Je ne sais même pas si le mot constitutionnalisme vaut la peine d'être évoqué là. Donc c'est clair que dans ces conditions, qui a fait un coup d'État?
pour revenir à la question, est-ce que c'est de nouveaux coups d'État? Finalement, est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait déjà un coup d'État et que finalement, quand on l'a renversé, c'est un président de fait et non de droit qui a été renversé? L'efficacité, c'est pareil. Dans tous ces pays, Burkina, Niger, Mali, ce qu'on voit aussi, c'est que l'insécurité et la violence armée se nourrit en fait d'un terreau favorable que l'État a abandonné. Vous avez des zones entières de l'État, vous me direz, il faut remonter à loin, notamment aux années 80, les programmes d'ajustement, mais qui eux-mêmes sont souvent la conséquence de la mauvaise gestion des régimes, qui font que l'État a abandonné des pans entiers. Dans quel pays aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes, par exemple, quel est-il dans tous ces pays-là? Quel est le pays dans lequel, par exemple, les secteurs de la santé, de l'éducation sont financés à la hauteur qu'il faut? Dans beaucoup de pays aussi, il y a beaucoup de clivages sociaux qui ressurgissent, par exemple, agriculteurs-éleveurs, on parle beaucoup des milices Peul, par exemple, mais ça aussi, souvent, c'est l'abandon, c'est le fait que ces hommes sont abandonnés, ou parfois même, il y a une forme d'instrumentalisation de ces clivages pour des raisons politiques. Donc, clairement, dans ces situations-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des crises. Alors, la CEDEAO, les sanctions, bon, j'ai déjà parlé du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit communautaire, donc je me garderai d'aller en profondeur là-dessus, mais c'est clair qu'il y a deux aspects. Les suspensions sont assez courantes maintenant à l'échelle régionale et de l'Union africaine. Quand il y a un changement de pouvoir, alors là aussi, on dit un changement non constitutionnel, mais qu'est-ce que c'est qu'un changement? Si c'est limité ça juste à quand on voit un militaire avec son arme, oui, c'est très réducteur parce que les changements inconstitutionnels, c'est aussi les présidents qui changent les constitutions pour se maintenir. Ce sont ceux qui modifient les lois électorales pour qu'ils ne perdent jamais. Pourquoi est-ce qu'on ne suspendrait pas ces pays? Et c'est ça aussi qui fait que la CEDEAO est de plus en plus, on va dire, vue comme illégitime parce que, bon, quand c'est un président en place qui change les règles, on ne dit rien. Puis quand c'est un militaire, là, on veut tout de suite... Le cas du Mali est un cas intéressant. Quand j'ai entendu dire qu'on va activer la force en attente de la CEDEAO, mais j'étais vraiment scandalisé. Je me suis dit, mais si vous avez une force en attente que vous pouvez activer, mais pourquoi ne l'avoir pas envoyée il y a longtemps pour arrêter l'insécurité au Mali, au Burkina, au Niger? Donc, il y a des inconséquences, clairement. Et puis, dernier point sur la question de Dongo, c'est, bon, quelle utopie? Bon, vous savez, je suis d'accord avec vous. Pour faire des grandes choses, parfois, il faut des mythes, il faut créer du mythe, il faut un sens, il faut donner envie aux gens. Moi, ce que je vois, c'est que il y a, en fait, beaucoup de gens ne croient plus en grand-chose. Allez dans nos gouvernements, allez interroger même des ministres, allez interroger des militaires, allez dans nos trois pays, là, peut-être pas la Guinée que je connais moins, où je ne fais pas d'enquête, mais au Burkina, au Mali, au Niger, que je connais bien. Peut-être s'il y a des gens, ils vont vous le confirmer. Les familles disent aux soldats, s'il y a un problème, ne vous battez surtout pas pour ces gens-là. C'est qui ces gens-là? Ce sont les autorités. Donc, on ne croit plus, on pense que bon, l'État, finalement, puisque les autorités l'ont approprié et l'ont rendu illégitime, finalement, il n'y a pas cette utopie, comme vous dites, ce mythe, cette envie de quelque chose. Et ça, il faut le recréer. Alors, les intellectuels, je pense que c'est un peu ça leur rôle, puisque vous n'avez ni fusil, ni, je ne sais pas, parti politique, ainsi de suite. Je pense que c'est cette bataille-là. Vous disiez, il faut vivre le panafricanisme. Bon, le panafricanisme, il peut se faire par le haut, par le bas. Par le haut, c'est les initiatives politiques, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'y croient pas beaucoup. Mais par le bas, c'est toutes ces sociétés civiles. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès. Il y a maintenant des interconnexions entre les sociétés civiles du Burkina, du Sénégal, du Niger, de la RDC, les pays où il y a encore un espace. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'échanges entre Y'en a marre, les citoyens, Finimbi, des organisations comme cela. Donc, ça se fait aussi, ça se construit. Oui, par le bas.
Puis les valeurs africaines, oui, ça c'est un autre défi, comment les concilier. Je terminerai là-dessus en disant que, par exemple, nous, en 2010, quand on faisait la nouvelle constitution du Niger, on a fait un long travail de consulter notamment des sociologues nigériens, des historiens, des anthropologues pour dire, bon, aidez-nous à arrimer les institutions. On ne peut pas sortir du système international. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on a des États, on a des régimes, on a des constitutions. Mais est-ce qu'on peut encastrer ça dans des valeurs? Bon, on a essayé de dire, bon, on est divers, mais on a un fond commun, donc essayons de ressortir des grandes valeurs auxquelles la Constitution se réfère dans son préambule. Mais vous savez que les politiciens, quand c'est arrivé au Conseil consultatif, beaucoup de ces éléments ont été biffés en disant non, 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 c'est trop vague, c'est trop, enlevons ça, restons sur quelque chose de classique. Ça, c'est un autre débat, c'est que, bon, beaucoup, en fait, finalement, je pense qu'il n'y a pas un autre horizon que le mimétisme institutionnel. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. C'est bien court parce qu'il y a encore certainement des questions et il y aurait eu lieu d'aller encore plus loin. Alors donc, mais quand même, cela valait la peine. J'aimerais remercier nos panélistes, Mamoudou Gazibo, lui de Lorimier. Merci aussi à vous, l'audience, sans laquelle, bon, enfin, on se serait parlé, mais quand même, ça n'aurait pas été avec la même dynamique. Donc, merci bien. Alors, merci d'avoir été là. Je vous remercie au nom de toute l'équipe ici et je vous souhaite de rester en bonne santé et dans les temps qui courent et de continuer donc à observer l'avenir de ces pays-là dans l'espoir que les opportunités vont se présenter et que, bon, voilà, les aspirations ne seront pas déçues. Espérons. En tout cas, quittons-nous sur cette note d'espoir et à la prochaine. Merci d'avoir été là. Merci.